Mesdames, Messieurs, dans ce silence pratiquement religieux, je vous souhaite le bonjour. L'association Thénières Malplaquet Culture Patrimoine vous souhaite de même la bienvenue dans cette église Saint-Michel de Malplaquet. Merci à vous tous de votre présence à cette seconde conférence du cycle « Si Malplaquet m'était compté », offerte par l'association TMCP. Merci à notre commune de nous laisser occuper l'espace public depuis le 1er septembre jusqu'au 30 novembre afin d'exposer nos collections. Merci aux élus, à Madame le maire de la commune, Monsieur le président maire de la commune d'Auby, Monsieur Jean-Louis Baudez, en même temps président de la Caisse de Crédit Agricole de Bavay. Merci aux représentants de l'Institut de la Maison des Bourbons. Merci aux représentants de la Fondation d'Arambert de leur déplacement sur ces 2 journées. J'aurais une pensée pour messieurs le duc d'Arambert, monsieur le comte de Radiguez, qui, souffrant et empêchés, mais se sont excusés, et ainsi que monsieur le marquis de Lafarge, éloigné et excusé. Merci à monsieur Clément Houry de son investissement et de sa présence chez nous aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous accompagnez dans cette, dans cette vaste recherche de l'histoire, et surtout de savoir que Malplaquet existe et que Malplaquet restera à Malplaquet. Alors, monsieur Clément Houry, directeur adjoint du service de conservation, des restaurations, numérisation de la bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle. Il est chercheur associé au centre Jean Mabillon de l'école de Chartres, conservateur des bibliothèques, archiviste, paléographe et docteur en histoire de l'université de Paris IV. Les thèses consacrées aux défaites françaises de la guerre de succession d'Espagne ont été ses principales applications. Ses publications, La guerre de succession d'Espagne, la fin tragique d'un grand siècle, 1701 à 1714, et une plus récente qui s'appelle Le duc de Marlborough, John Churchill, le plus redoutable ennemi de Louis XIV. Je lui laisse maintenant la parole afin de vous conter la bataille au travers des récits des acteurs. Merci beaucoup. Alors merci à l'association TMCP pour cette invitation. Déjà, est-ce que tout le monde m'entend ou est-ce que les gens préfèrent le micro ? Moi, j'aime bien me sentir libre de mes mains, parce que j'aime bien parler avec mes mains. Alors, effectivement, je fais ça tout le temps, je change toujours le titre de ma présentation au dernier moment, parce qu'au début, on commence sur quelque chose et puis après, on change d'avis, bien entendu. Peut-être pour préciser de quoi je vais parler. Alors déjà, pourquoi je parle de Malplaquet ? C'est parce que je suis en train, justement, de travailler sur un livre sur Malplaquet, puisque je me suis Pour ma thèse, je me suis intéressé aux défaites, mais les vraies grandes défaites sérieuses de la guerre de succession d'Espagne, donc Blenheim, Ramillies, Turin et Audenarde, donc les grandes victoires de Marlborough et de Gênes. J'avais fait un ouvrage globalement sur la guerre de succession d'Espagne. Je m'étais intéressé ensuite, j'avais fait une biographie du duc de Marlborough, qui est quand même l'un des principaux acteurs de ce conflit, et ce qui m'intéressait maintenant, dans une logique de publication, c'est de revenir sur une bataille et essayer de faire la monographie d'une bataille. Même si j'ai étudié plutôt les défaites auparavant, Malplaquet me paraissait quand même la plus intéressante, alors pour les raisons dont je vais vous parler, mais parce que je trouve qu'en termes justement de récit, elle offre une multiplicité de points de vue et une multiplicité d'interprétations différentes qui est particulièrement riche. Alors que, Blenheim, c'est une gigantesque victoire alliée, il n'y a pas beaucoup de discussions à avoir là-dessus, et les Français en parlent assez peu. Malplaquet, c'est plus complexe, et donc c'était plus riche de ce point de vue. Donc de quoi je vais vous parler ? Alors d'abord, je vous dis tout de suite de quoi je ne vais pas vous parler. Je ne vais pas vous parler je ne vais pas vous faire un récit justement de la bataille de Malplaquet, de quelle unité marche à tel ou tel endroit. D'abord parce que il y a eu un certain nombre d'ouvrages qui l'ont bien fait. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent déjà bien cette bataille, donc ce n'est pas forcément la perspective qui m'intéressait le plus. Moi, ce dont je voulais vous parler, c'était comment on peut prendre un récit de bataille, et Malplaquet est particulièrement riche, comme je le disais, de ce point de vue-là, et qu'est-ce qu'on peut trouver
dans un récit de bataille à l'époque moderne et qu'est-ce que ces récits nous montrent et nous cachent de la bataille de l'époque moderne. Donc, voilà, je vais faire une petite introduction justement sur cette difficulté d'utiliser et la méfiance qu'on doit avoir en fait vis-à-vis des récits de bataille, qu'ils soient proposés par les acteurs ou par les historiens. Alors, je vais quand même, parce qu'évidemment, vous êtes un public difficile, puisqu'il y a des gens qui connaissent très bien la bataille, qui connaissent très bien le contexte, et des gens peut-être qui découvrent tout cela. Donc il faut essayer de parler aux uns et aux autres, et pas... pour ceux qui découvrent la bataille, je vais quand même remettre tout ça en contexte, expliquer pourquoi il s'agit d'une bataille hors norme, et pourquoi justement ça a un effet sur le nombre de récits qui ont été produits, et enfin, je vais vous parler de ce qu'on a comme source sur la bataille, donc en consacrant principalement aux récits, mais en évoquant quand même d'autres sources, et voir ce que ces sources nous apprennent dans 3 domaines. D'abord, les enjeux et les conséquences stratégiques de la bataille. Ensuite, expliquer ce qu'on peut découvrir des méthodes de combat à l'époque moderne et singulièrement à la fin du règne de Louis XIV avec les récits de bataille que l'on peut avoir, de la bataille de Malplaquet, et enfin essayer de retrouver, pour ce qu'on appelle la bataille à la première personne, essayer de se mettre en quelque sorte dans la peau du combattant pour savoir ce qu'était le spectacle d'un champ de bataille à l'époque. Alors, la bataille de Malplaquet, c'est un épisode de la guerre de succession d'Espagne. La guerre de succession d'Espagne, c'est la première des guerres de ce qu'on a appelé la seconde guerre de 100 ans, c'est-à-dire une période d'1 siècle où il y a un certain nombre de guerres, donc qui se terminent en fait avec les guerres napoléoniennes, où il y a systématiquement la France et l'Angleterre qui s'affrontent, et ça c'est la première qui lance ce cycle de guerres incessantes entre la France et l'Angleterre. Donc je me suis dit que j'allais commencer par une citation de quelqu'un qui connaît bien les guerres entre la France et l'Angleterre, pour ceux qui l'ont reconnu, puisque c'est le duc de Wellington. Et qu'est-ce qu'il dit du récit de bataille, le duc de Wellington? Il dit que l'histoire d'une bataille ressemble assez à l'histoire d'un bal. Certains individus sont capables de se rappeler tous les petits événements dont la somme fait que la bataille est gagnée ou perdue. Aucun ne peut se souvenir de l'ordre de leur succession, ni du moment précis où ils sont arrivés. Or, c'est ce qui fait toute la différence. Alors, si Wellington dit ça, évidemment, c'est une façon de se mettre en valeur. Et ce que ça veut dire, c'est, moi, général en chef, je suis le seul à être capable d'expliquer quels sont les différents événements qui se sont passés et comment ils se sont ordonnancés pour aboutir à la victoire. Mais ce n'est pas exactement ce que je vois moi dans le texte de Wellington. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'idée que la bataille, c'est une succession de petits événements, et en réalité, ce que peut voir un combattant, un participant de la bataille, ce n'est que ça, ce n'est que ce qu'il a autour de lui. Et d'ailleurs, qu'il soit un soldat de base au fond de sa tranchée, ou même Wellington lui-même, après tout, il ne voit que ce qu'il peut voir, même s'il est sur un cheval, il peut monter sur une hauteur, et ensuite le reste on lui rapporte, c'est des informations qu'il peut avoir par ailleurs. Donc évidemment, la vision de la bataille est toujours très fragmentée. Donc moi, ce qui m'intéresse dans une bataille, c'est retrouver ce que les gens peuvent y voir. Si on prend continuons avec Wellington, continuons sur Waterloo, on connaît le fameux récit de Waterloo dans la Chartreuse de Parme, où Fabrice se retrouve complètement perdu, il ne sait même pas qu'il a participé à une bataille, il demande aux gens si c'est une bataille. Donc on a effectivement le point de vue de Fabrice qui ne comprend rien à la bataille de Waterloo, mais en fait Fabrice va aussi rencontrer un vieux grognard qui lui comprend ce qui se passe parce qu'il entend la mousqueterie, le fusil, et il va rencontrer la cantinière qui a aussi une vision spécifique de la bataille, et ce qui m'intéresse, c'est de retrouver toutes ces visions-là et les remettre un peu dans leur contexte. Donc, comment traditionnellement on a écrit une bataille? En fait, souvent, justement, ce qui est intéressant, c'est que les batailles, on les a justement écrites un peu comme l'histoire d'un bal. Ça, c'est l'histoire qui se pratiquait, qu'on appelle justement l'histoire bataille traditionnelle et qui se pratiquait jusqu'au début du XXe siècle. L'idée, c'était de proposer un récit global et cohérent. Donc, on va décrire... si c'est un bal, on va décrire la salle de bal, le programme et le comportement des principaux invités, des principaux convives. Donc, on va décrire le champ de bataille, les différents mouvements des grandes unités, ce que va faire le général en chef. Et on s'arrête là. Alors, ça reste intéressant, hein. Il y a des très bons travaux d'histoire bataille, notamment ceux qui ont été réalisés par le capitaine Sautet sur la bataille de Malplaquet. Il ne s'agit pas de dire que ça... Il y a un vrai travail historique et c'est une base historique très utile, mais il y a un certain nombre de biais qui sont problématiques. D'abord,
et surtout, en fait, le récit de bataille traditionnel va gommer toutes les incohérences. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs acteurs qui disent des choses différentes, vous allez au mieux essayer de prendre ce que la plupart des gens disent et considérer que c'est la vérité, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs, ou alors vous allez prendre évidemment le témoin qui vous intéresse parce qu'il va dans le même sens que ce que vous avez envie de dire et considérer que c'est la référence. Or, ce qui est intéressant, aujourd'hui, ce qui nous intéresse souvent, les historiens dans le récit de bataille, c'est de considérer tous les récits. Et après tout, si quelqu'un se trompe ou si quelqu'un ment, c'est intéressant aussi. Il se trompe pour une raison ou alors il ment pour une raison. Et il faut comprendre pourquoi le récit est incohérent. Souvent aussi, il y a un problème d'échelle. C'est-à-dire que dans le récit traditionnel, on va vous raconter les mouvements généraux, et puis il y a des petits détails, des anecdotes un peu héroïques, ou alors l'ennemi est particulièrement atroce et vil à tel ou tel moment. Mais on ne retrouve pas forcément ce que les gens avaient vécu à tel ou tel moment. Et souvent, justement, si on reprend le bal, on va vous raconter l'histoire de bal, on va vous raconter ce que les principaux convives vont faire. Vous n'avez jamais le point de vue de la personne qui est au service, de la personne qui est au vestiaire. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans une bataille. C'est évidemment ce que voit le général en chef, mais aussi le point de vue du soldat dans son fossé, ce qui évidemment est beaucoup plus difficile à bien des égards à retrouver. Alors, l'avantage, c'est qu'il y a plus de soldats. Donc, en fait, cette perspective-là, c'est ce qu'on a appelé la nouvelle histoire bataille. Donc, alors, évidemment, comme tout ce qui est nouveau, ça vieillit un peu. La nouvelle histoire bataille, ça date des années 2000. Donc, c'est encore un tout petit peu nouveau. Ça n'a que 20 ans d'âge. Pour les historiens, c'est pas si long. L'idée, c'est de ne pas accepter ces récits linéaires qu'on nous a transmis. Et d'ailleurs, que ce soit les acteurs de l'époque ou les historiens nous ont transmis. Et donc, essayer de reprendre tous ces récits et les intégrer. Donc, ça veut dire critiquer les récits qu'on a et, voilà ce que j'ai déjà dit, intégrer d'autres points de vue. Alors, c'est un peu prétentieux, mais voilà, ça, c'est une représentation cubiste d'un bal. Le cubisme, c'est ça. L'idée, c'est on va prendre tous les points de vue sur un événement et on va essayer de les mettre sur une toile plane, ce qui est évidemment impossible d'avoir un événement en 3 dimensions remis sur une échelle en 2 dimensions, mais c'est un peu ce qu'on essaye de faire parce qu'après tout, une représentation en 2 dimensions n'est jamais la réalité, puisque la réalité est en 3 dimensions. Donc le cubisme, ce n'est pas la réalité non plus, mais c'est une façon de retrouver une autre forme de réalité. Je vous rassure, le récit qu'on va faire est quand même un peu plus intelligible qu'un tableau cubiste. Et notamment, il y a 2 choses très importantes dans la nouvelle histoire bataille, c'est de retrouver l'expérience du combat, ce que c'est que la réalité technique de combattants qui s'affrontent à l'époque moderne, et savoir ce que les combattants pouvaient percevoir ou sentir, et notamment pourquoi ils combattaient. Ça, c'est la question majeure. Qu'est-ce qui vous amène à monter au front Est-ce que c'est parce que vous savez que vous risquez de vous faire attraper si vous désertez, ou est-ce que parce que vous croyez à ce que vous faites? Ça, c'est pour l'introduction, et je voulais maintenant vous parler un peu rapidement du contexte de la bataille. Donc, c'est la guerre de succession d'Espagne, et donc c'est la guerre de succession de 7 personnes. Charles II, dont on voit tout de suite qu'il n'était pas en très bonne santé. Donc, Charles II était le roi d'Espagne qui régnait sur un gigantesque empire. Donc, tout ce qui est en rouge, c'est l'empire espagnol en 1700 à la mort de Charles II. Donc, évidemment, vous avez un énorme espace impérial, vous avez les Philippines aussi, mais alors là, il faut avoir de très bons yeux, mais vous avez l'Espagne, mais Charles II régnait aussi sur le royaume de Naples, le Milanais et ce qu'on appelle, alors je vais dire tout le temps les Pays-Bas ou Pays-Bas espagnols, en fait c'est la Belgique, ce qu'on appelle les Pays-Bas à l'époque. Donc quand il meurt, alors Charles II a une grande famille, et en fait dans cette grande famille on va retrouver toutes les têtes régnantes catholiques de l'époque. Et en réalité, quand il meurt, il y a 2 principaux candidats, donc celui-là, Philippe V, faites-moi confiance même si vous ne lisez pas, c'est le petit-fils de Louis XIV qui est ici, Charles II est plutôt là, c'est donc un cousin. Et il y en a, donc ça c'est Philippe V, et il y en a un autre, Charles VI, qui lui est le fils de l'empereur Habsbourg. Donc vous avez d'un côté, en gros, un choix entre la famille de Louis XIV, donc l'alliance avec la France, les Bourbons, et de l'autre, l'alliance, ou le maintien plutôt de l'alliance traditionnelle avec les Habsbourg qui sont en Autriche. Ce qui se passe, c'est qu'à la surprise générale, Charles II choisit comme héritier celui de gauche, et ça dépend, bref, celui-là,
Parce qu'en fait, il pense que seul Louis XIV arrivera avec ses armées à protéger l'Empire. L'empire tout l'empire territorial en Europe qu'avait le royaume d'Espagne. Donc, vous avez deux blocs qui se constituent très rapidement. Un bloc Bourbon avec le royaume de France, le royaume d'Espagne. Donc, puis à l'époque, voilà, c'est que ça a changé de main ensuite. Hein, donc, le royaume de Naples, le Milanais, les Pays-Bas, comme je vous l'ai dit. Et ça crée évidemment, comme c'est un énorme bloc, par effet d'équilibre, l'Angleterre, les Provinces-Unies, c'est-à-dire la Hollande et l'Autriche, ainsi qu'un certain nombre de princes allemands, vont s'unir pour justement lutter contre cette réunion des deux couronnes. Donc, il y a un équilibre précaire au début de cette guerre. Donc, du côté Bourbon, ils ont l'avantage de l'unité de commandement et puis de la centralité géographique. Hein, vous avez vu, ils sont les territoires sont contigus. C'est facile quand on est en France d'aller protéger la Belgique, le Milanais, on est assez près. L'armée française, c'est le géant du grand siècle et il est invaincu depuis 60 ans. La France a une énorme puissance démographique. Elle n'a qu'une action défensive, elle doit protéger le territoire espagnol. L'objectif, ce n'est pas d'aller envahir plus au-delà. Et donc la France, du coup, souhaite une guerre courte et son risque, en revanche, c'est les finances. Parce que du côté de la Grande Alliance, il y a une très forte, donc la Grande Alliance, c'est tous les autres dont je vous ai parlé, une très forte puissance financière grâce aux banques d'Angleterre et d'Amsterdam, progressivement une vraie suprématie maritime grâce à la flotte anglaise et hollandaise. Il y a des pays plus petits mais beaucoup plus nombreux dans l'Alliance et donc ils peuvent multiplier les attaques concentriques un peu partout et ils peuvent, comme ils ont les capacités financières, ils peuvent se permettre une guerre longue. En revanche, leur problème à eux, c'est la coordination des forces. C'est que tout le monde, il y a une certaine francophobie à l'époque, hein, Louis XIV, tout le monde s'en méfie, mais entre eux, ils ne sont pas forcément très amis. Hein. Après tout, les Anglais sont des concurrents commerciaux des Hollandais. Les Anglais et les Hollandais sont protestants, ils n'apprécient pas énormément les Habsbourg qui sont catholiques. Les Prussiens, évidemment, n'apprécient pas beaucoup non plus les Autrichiens. Bref, ce que peut jouer Louis XIV, c'est la bisbille entre ces différentes forces. Et au total, très schématiquement, chaque camp peut aligner 600 000 hommes, donc 600 000 hommes de part et d'autre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les Alliés arrivent à tenir parce qu'ils ont une forte direction stratégique entre ces trois acteurs. Alors, je reviendrai sur les deux premiers, mais donc le duc de Marlborough pour l'Angleterre, le prince Eugène qui est à la fois le meilleur général de l'empereur et aussi qui a un rôle politique important. Et lui, c'est un civil, c'est Antoine Heinsius, c'est en quelque sorte le grand pensionnaire de Hollande, donc avec tous les guillemets que vous voulez, le Premier ministre hollandais. Et c'est grâce à la coordination de ces trois personnages que cette usure diplomatique, ces bisbilles diplomatiques entre les différents États de la Grande Alliance n'arrivent pas trop. Ils tiennent à eux trois l'alliance. Donc ce qui se passe, c'est qu'au début, ça se passe très mal pour la France. Eugène et Marlborough, qu'on surnomme Castor et Pollux, en raison de leur, donc c'est les jumeaux de l'Antiquité, en raison de leur très forte unité, arrivent à écraser à plusieurs reprises les Alliés, donc à Blenheim, les Français, pardon. Marlborough et Eugène arrivent à battre les Français et à s'emparer de la Bavière. 2 ans plus tard, Marlborough est tout seul à Ramillies, mais il s'empare de la quasi-totalité des Pays-Bas espagnols, j'y reviendrai. Eugène, il est à Turin et il s'empare en une seule bataille de quasiment toute l'Italie du Nord. Et enfin, en 1708, Marlborough et Eugène reviennent ensemble et ils arrivent à vaincre les Français. Alors, les Français, ce n'est pas n'importe qui, c'est le duc de Bourgogne, le premier petit-fils de Louis XIV qui dirige l'armée, et aidé du duc de Vendôme, qui est un des meilleurs généraux français. Donc, ils sont battus à la bataille d'Audenarde et Marlborough et Eugène arrivent à s'emparer de l'île. Et là, ça change tout, parce qu'à partir du moment où Marlborough et Eugène s'emparent de l'île, ils peuvent attaquer les frontières du royaume de France. Auparavant, après tout, on défendait l'héritage espagnol du petit-fils de Louis XIV. Bon, c'était important, mais c'était moins important. Quand le royaume est envahi, là, il y a une vraie crise politique. Pour vous dire, ça, c'est les Pays-Bas méridionaux, donc là, vous reconnaissez la Belgique. Donc ça, c'est la situation en 1702. Le front, il est là. Les Hollandais tiennent juste Maastricht, mais bon, on est quand même très près des frontières hollandaises. Et puis, au fil du temps, en 4 ans, le front, il est ici. Donc, à la fin de l'année 1708, les Français tiennent cette ligne, ils viennent de perdre l'île, ce qui ouvre donc une voie d'invasion vers le royaume. Et donc, tout ça, c'est les victoires de Marlborough qui ont permis de grignoter progressivement toutes ces places fortes. Mais,
À partir de 1708, on se retrouve face à ça. Alors là, il faut vraiment faire confiance, ou alors d'avoir de très bons yeux. Là, vous voyez une première lignée de petites étoiles vertes, et ensuite vous avez une petite lignée de petites étoiles bleues. Et en fait, ça, c'est la fameuse ceinture de fer qui avait été fabriquée par Vauban, parce qu'évidemment, la Belgique, vous le savez, c'est plat, et il y a des voies fluviales, mais ces voies fluviales ne servent pas de défense, comme le Rhin. Les voies fluviales, elles coulent dans le mauvais sens, elles vont du nord au sud, et donc c'est des voies d'invasion plutôt. Parce que si vous aviez des voies fluviales qui faisaient ça, ça permettrait de protéger le pays, ça permettrait de protéger Paris. Mais vu qu'elles font plutôt ça, évidemment, ça facilite l'invasion. Donc c'est pour ça que Vauban a installé des forteresses un peu partout, et donc cette fameuse double ligne de forteresses. Et à partir du moment où Marlborough se retrouve face à cette double ligne de forteresses Vauban, extrêmement solide, évidemment, c'est un peu plus long. Donc, par ailleurs, il y a une vraie crise politique et diplomatique en France. Donc ça, c'est des caricatures où on voit Louis XIV et Madame de Maintenon se lamenter de toutes leurs pertes. Alors on voit que c'est une éclipse, le roi Soleil est en pleine éclipse parce que, bien sûr, c'est une façon de dire que sa gloire militaire a disparu. 1709, il y a le grand hiver. Donc en une nuit, la température chute de 20 degrés, et puis ensuite il y a une série de gels et de dégels qui font que la quasi-totalité des récoltes du royaume, et sans exagérer, jusqu'à 95% des récoltes en blé du royaume sont détruites en l'espace de quelques mois. Donc on imagine la misère immense du royaume de France. Alors tous les pays d'Europe sont touchés, mais la France est vraiment de loin le plus touché. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques émeutes, mais il n'y a pas de soulèvement durable à cette période. Donc il y a juste la révolte des Camisards, bon ça je passe, mais c'est une guerre qui a un motif essentiellement religieux. Il y a un certain nombre de critiques à l'époque, à la fois contre les généraux français qui ont été battus, contre Madame de Maintenon et même contre le roi. Donc on voit apparaître à partir du 1709 des critiques contre le roi. Et du coup, il y a une situation diplomatique qui est catastrophique, c'est-à-dire qu'au début de l'année 1709, Louis XIV sent que la guerre est perdue. C'est assez évident, et donc il envoie son ministre des Affaires étrangères, son secrétaire d'État des Affaires étrangères à La Haye, et Torcy est prêt à céder Lille, Strasbourg et quasiment toutes les conquêtes du règne de Louis XIV depuis le début du règne de Louis XIV, donc depuis les années 1640. Donc Louis XIV est à deux doigts de signer ce traité qui aurait anéanti littéralement 60 ans de conquête, mais là, les Alliés font une dernière demande qui est inacceptable. Ils demandent que Louis XIV se retourne contre le roi d'Espagne et envoie des troupes françaises contre son propre petit-fils. Louis XIV refuse et la guerre reprend. Donc ça, c'est la situation diplomatique avant Malplaquet. Je passe le reste. Donc, rapprochons-nous un peu de la bataille pour expliquer que l'idée, c'est qu'on est vraiment là dans la défense du royaume. Donc, pour vous dire, en 1706, c'est toutes ces places qui étaient tombées. Donc, vous voyez, il y a tout ça. Donc, la bataille de Ramillies avait permis de rafler la quasi-totalité de la Belgique. C'est énorme comme progression. Si vous enlevez à nouveau ça, vous êtes déjà dans Paris. Mais on voit qu'il y a les lignes, voilà, les petites étoiles vertes et les petites étoiles bleues qui tiennent toujours. Et puis, Marlborough va tenter de grignoter. Donc, en 1708, il s'empare de Lille. Et donc, ça commence à grignoter à l'intérieur de la première ligne de défense française. Et ensuite, Marlborough et Eugène s'emparent de Tournai, ici, juste à côté. Donc ça, c'est en juillet-août 1709. Et donc, l'idée, c'est qu'à partir de là, il peut essayer d'utiliser l'Escaut comme voie d'invasion pour descendre jusqu'à Arras et de Arras marcher sur Paris. Mais Villars arrive à positionner son armée au sud de Tournai, ce qui bloque Marlborough, et donc les Alliés essayent d'attaquer Mons, et Villars va faire un mouvement pour se positionner à Malplaquet, juste ici, pour empêcher les Alliés de conquérir Mons. L'idée, c'est que si jamais l'armée française est trop proche du siège de Mons, les Alliés n'auront pas le temps, n'auront pas les moyens, enfin surtout pas l'espace, pour faire le siège. Et donc l'idée, c'est voilà, de se mettre le plus près d'eux possible pour empêcher le siège. Et les Français se rapprochent, ils s'installent entre, juste ici, entre les deux bois de Sarre et de la Lanière, et les Alliés n'ont pas d'autre choix. Si jamais ils veulent faire le siège de Mons, ils sont forcés de repousser les Français plus au sud. Donc les Alliés vont attaquer
les Français à Malplaquet. Donc on imagine en fait qu'à ce moment-là, toute l'Europe s'intéresse à ce qui se passe ici, littéralement. C'est Madame de Maintenon, donc l'épouse du roi, qui écrit au maréchal de Villars. Alors bon, c'est le 19 juin, donc c'est un peu avant Malplaquet, mais elle dit si l'Europe entière a les yeux ouverts sur vous, jugez ce que font les nôtres. Évidemment, à Paris, ce que va faire le maréchal de Villars, qui a la dernière armée du royaume, évidemment, c'est le sort du royaume qui est entre les mains du maréchal de Villars. S'il est lourdement battu, il y a une voie d'invasion qui est ouverte. Alors justement, je voulais revenir sur les commandants en chef. Côté français, c'est Villars, donc il a une cinquantaine d'années à Malplaquet. Il est maréchal de France assez tardivement, en fait, en 1702, et il sert sur des fronts secondaires jusqu'en 1709. Et c'est en fait, comme tous les généraux français sont systématiquement battus, que c'est un peu le dernier qui reste, donc c'est la dernière chance de Louis XIV, et c'est pour ça qu'il dirige l'armée française dans le Nord, qui est traditionnellement la plus puissante armée française. Mais juste avant la bataille de Malplaquet, on le fait seconder par Boufflers, qui lui est beaucoup plus âgé et surtout qui est maréchal de France depuis beaucoup plus longtemps que Villars. Mais alors qu'il aurait dû, de par son ancienneté, diriger l'armée, Boufflers, accepte de se mettre sous la direction de Villars. Mais en fait, le fait est que quand Boufflers avait dirigé l'armée des Flandres en 1702, il avait été battu par Marlborough. Donc le crédit de Boufflers a été rehaussé par sa défense héroïque de Lille, parce qu'il a défendu la ville pendant plusieurs mois, donc la ville s'est défendue beaucoup plus longtemps que ce que les Alliés n'espéraient, mais bon, la ville est quand même tombée. Alors en face, on a qui ? Eh ben, on a d'abord Eugène de Savoie, donc lui c'est le plus jeune, il a une quarantaine d'années, mais en réalité c'est le plus prestigieux à l'époque de tous les généraux. Il a une carrière météoritique et il a remporté au service de l'empereur d'immenses victoires contre les Turcs puis contre les Français. Beaucoup moins célèbre au début que de la guerre, c'est le duc de Marlborough qui a commencé sa carrière plutôt par l'intrigue et un certain nombre de complots que par les victoires militaires, mais il s'avérera ensuite que c'est un grand général. Il est nommé capitaine général en 1702 et à partir de 1702, il dirige toutes les armées alliées sur la frontière nord. Et c'est non seulement un excellent général, mais c'est un très grand diplomate et c'est vraiment lui qui arrive à faire en sorte que l'alliance, qui est un peu hétéroclite, comme je vous l'ai expliqué, tienne et maintienne son effort de guerre contre Louis XIV. Ce qui est intéressant aussi, et ça on en reparlera pour les sources, c'est que l'alliance, l'armée de Villars, c'est une armée française, alors quelques Bavarois, quelques Espagnols, mais elle est française quand même, principalement. L'armée de la Grande Alliance, c'est très hétéroclite, il y a tout un tas de contingents, et donc chacun des contingents a des chefs particuliers, et qui rapporte directement à son souverain. Donc lui, par exemple, c'est Schulenburg, il est saxon et il rapporte, donc il obéit à Marlborough, mais en fait, son vrai chef, c'est l'électeur de Saxe et roi de Pologne, Auguste le Fort. Et donc on pourrait, alors la bataille des nations, vous savez, c'est le nom qu'on a donné à la bataille de Leipzig sous Napoléon, mais en réalité c'est déjà une bataille des nations, cette bataille de Malplaquet. Il y a des effectifs qu'on n'a jamais vus en Europe, et qu'on ne verra pas jusqu'à Wagram à peu près. 95 000 coalisés contre 85 000 Français, c'est les effectifs de la bataille d'Austerlitz, mais sur un champ de bataille qui est à peine plus grand que celui de Crécy. Donc c'est vraiment un empilement d'hommes qui est monstrueux. Une dizaine d'États représentés, alors d'un côté français, quelques Bavarois, et de l'autre des Britanniques, des Hollandais, des Prussiens, les Saxons, Danois, Hanovriens, impériaux. Donc c'est vraiment tout un club européen qui s'est réuni à Malplaquet. Et évidemment, au sein de ce camp, il y a un certain nombre de divergences. Et ce qui est intéressant du point de vue des sources, c'est que du coup, vous avez des tas de points de vue. Les Britanniques n'ont pas la même perception des choses que les Hollandais, les Danois ou les autres. Intéressant aussi, c'est une bataille assez indécise. Donc ça, ceux qui connaissent la bataille le savent bien. Il y a des combats dans les... Donc, en fait, tactiquement, c'est assez simple. L'objectif des Alliés, c'est de repousser les Français au sud pour pouvoir tranquillement faire le siège de Mons. Donc, ils arrivent à les repousser. Les Alliés restent maîtres du champ de bataille, mais ils ont des pertes atroces. Ils perdent 22 000 hommes, à peu près. Alors, il y a des tas de débats sur les pertes, mais en face, il y a seulement 11 000 morts et blessés. Donc, les Alliés, quoique victorieux, ont 2 fois plus de pertes que les Français. Donc d'un point de vue stratégique, on peut aussi... tactiquement,
une victoire alliée, mais une victoire coûteuse. D'un point de vue stratégique, on peut aussi considérer que c'est une victoire alliée, parce que quel était l'enjeu de la bataille? C'était de permettre le siège de Mons. Or, après la bataille, les coalisés arrivent à s'emparer de Mons. Donc, strictement parlé, c'est une victoire alliée, puisqu'ils ont pris la ville à la fin de la campagne. Mais c'est quand même un bénéfice très limité, parce qu'en fait, Mons n'offre pas des opportunités stratégiques extraordinaires. Et donc, paradoxalement, alors que c'est objectivement une défaite française, il y a du côté français une énorme satisfaction et une très forte désillusion chez les coalisés. Donc là encore, c'est intéressant du point de vue du récit, parce que, comme je l'ai dit au début, si vous avez une grande victoire, vous avez les vainqueurs qui parlent, qui célèbrent, et les vaincus qui se taisent. Là, vous avez quelque chose de beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire que les Français vont avoir un discours sur la bataille, les Alliés aussi, et les Alliés, évidemment, ils vont se chamailler entre eux parce qu'ils ne sont pas contents de la façon dont ça s'est passé. Autre explication du fait qu'il y a beaucoup de récits, c'est que c'est un champ de bataille très fragmenté. Donc Malplaquet, nous sommes ici. C'est ici le village de Malplaquet. Donc là, c'est le bois de Sarre, le bois de la Lanière, et là, c'est la trouée de Malplaquet. Donc les Français se sont disposés au sud, et en fait, il y a vraiment 3 compartiments. Il y a une bataille pour la conquête du bois qui est conquis progressivement de 8h à midi à peu près, donc les Alliés progressent lentement. À droite, il y a une autre offensive le matin, donc là encore à peu près de 8h à midi, où les Alliés lancent des charges furieuses, mais ils se font massacrer, donc c'est là qu'ils ont la plupart de leurs pertes. Et ce qui se passe, c'est que vers midi, le maréchal de Villars décide de rapatrier des troupes qui sont au centre pour lancer une contre-attaque, parce que comme la droite a tenu, il se dit je vais reconquérir la gauche, sauf qu'évidemment, en prenant des troupes au centre, il va dégarnir son centre. À ce moment-là, il est blessé par une balle, son genou est fracassé, tout simplement il essaie de remonter à cheval, mais il s'évanouit. Et donc les Alliés, à ce moment-là, lancent l'attaque au centre, et c'est vraiment l'attaque du centre qui force les Français à se retirer. D'ailleurs, chacun se retire, les 2 armées françaises se retirent des 2 côtés. Donc ça, je ne vous en dirai pas plus sur le déroulement de la bataille, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a vraiment 3 champs de bataille différents, presque. Le bois de gauche, les opérations de la droite et le centre, et les récits sont très différents entre eux. Les gens ne voient pas la même chose. Les Français qui sont là, quand ils entendent qu'on se retire, considèrent que c'est une trahison, parce qu'ils ont l'impression qu'on a gagné la bataille. Et donc, Monsieur de Bournay, qui est le... Ah oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que quand Villars s'évanouit, Boufflers, qui était à la droite du champ de bataille, revient au centre, et c'est lui, le maréchal de Boufflers, qui dirige la retraite. La grande caractéristique de cette bataille par rapport à toutes les précédentes, c'est que la retraite se déroule en bon ordre, alors que d'habitude, évidemment, à Blenheim, à Ramillies, les Français étaient... en fait, toutes les pertes des Français avaient lieu pendant la retraite, parce que les troupes s'enfuyaient, lâchaient leurs armes, les fantassins français étaient attaqués par les cavaliers alliés. Là, rien de tel, l'armée française se retire en bon ordre, et les Alliés n'osent rien faire, ils n'osent pas essayer de leur couper la route. C'est pour ça que les Français ont moins de pertes que les Alliés. Et donc, M. Desbournais, qui est le l'aide de camp du maréchal de Boufflers, écrit de cette bataille « L'irrégularité du terrain, la bizarrerie de la disposition ont si fort embrouillé les affaires particulières de la journée de Malplaquet qu'il est impossible à un seul officier d'en rendre compte bien exact, et je doute que M. le maréchal de Villars lui-même pût le faire. » Donc, pour revenir sur l'idée du bal, de Wellington qui expliquait qu'en gros, lui seul était capable de comprendre ce qui s'était passé lors d'une bataille, là, même Villars ne saurait pas faire un récit cohérent de la bataille de Malplaquet. D'où l'intérêt d'essayer de prendre en compte les récits de tous les acteurs. Et justement, qu'est-ce qu'on a comme récit, qu'est-ce qu'on a comme source? Alors, dans les sources, d'abord, le plus intéressant, vous reconnaissez peut-être le château de Vincennes. Alors bon, ça c'est le donjon médiéval, c'est pas là que sont les archives, mais au château de Vincennes, il y a les archives du service historique de la Défense, c'est-à-dire les archives du ministère de la Guerre. C'est pas le plus mauvais endroit pour aller bosser quand vous êtes historien. Surtout là, il faisait beau, vous savez la photo de moi. Et donc, vous avez la correspondance entre l'armée et Versailles. Alors, il faut imaginer que la correspondance entre l'armée et Versailles, ce n'est pas juste Villars et Boufflers qui discutent avec le roi et avec le ministre. Vous avez tout le monde. Vous avez, j'y reviendrai, mais l'intendant, le capitaine, tel gouverneur de place, et tout le monde a des choses à dire au bureau du secrétaire d'État de la guerre. Vous imaginez ce que c'est qu'une correspondance ministérielle aujourd'hui.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'une partie des lettres les plus importantes, mais justement plutôt les lettres des grands acteurs, Villars, Boufflers, D'Artagnan, il y a un D'Artagnan à cette bataille, mais c'est le cousin du D'Artagnan qu'on connaît bien. Certaines lettres ont été imprimées au XIXe siècle. Globalement, évidemment, tous les chefs politiques et militaires de l'époque ont une correspondance extrêmement vaste. Marlborough, qui discute avec, comme je vous l'ai dit, c'est un diplomate, donc qui discute avec absolument tous les chefs de l'Alliance. Il discute avec le roi de Pologne, avec le roi de Prusse, avec l'empereur, tous les généraux possibles et imaginables. Eugène a son propre réseau de correspondance. Heinsius, le grand pensionnaire, donc en quelque sorte premier ministre hollandais, a son propre réseau de correspondance. Donc tout ça nous donne beaucoup de sources et souvent d'ailleurs ces sources, comme ce sont des personnages importants, ont été éditées et sont accessibles sous forme papier ou parfois maintenant on a directement des éditions numériques. C'est quand même bien pratique pour un historien ça. Alors même si c'est très sympathique d'aller à Londres ou aux archives de La Haye ou de Vienne, c'est quand même pratique de faire ça depuis chez soi parce que la correspondance existe sous forme numérique. Et vous avez énormément de sources imprimées sur la bataille. Donc là, vous trouvez ça dans vos meilleures bibliothèques. Mais désormais, il y a une campagne de numérisation par les bibliothécaires. Et le conservateur de bibliothèque que je suis, évidemment, et qui s'occupe notamment de projets de numérisation, insiste sur l'ampleur du travail qui est fait par les bibliothèques et par les services d'archives pour rendre disponibles à tous les sources dont elles disposent. Donc vous trouvez ça sur Gallica, sur Google Books ou sur Internet Archive. Alors, je vais vous parler un peu des sources sur lesquelles moi j'ai plus travaillé. Alors d'abord pour ma thèse, j'ai passé des semaines, des mois, plusieurs années à venir régulièrement à Vincennes pour regarder ces sources-là. Donc vous avez une très belle salle de lecture avec des reproductions de Lebrun. C'est pas désagréable comme cadre de travail et en gros ce que vous utilisez pour comprendre, pour connaître les batailles de l'époque, c'est ces gros volumes. Alors bon, ça c'est dans un carton, donc ce sont de gigantesques volumes reliés où vous avez l'ensemble ou une très large partie de la correspondance qui est échangée entre les généraux, les intendants et le roi. Donc ça donne ça, donc là c'est la page de garde du registre guerre de Flandre, août-septembre, bataille de Malplaquet. Donc c'est là que vous avez toutes les lettres qui ont transité entre le front et Versailles en août et entre août et septembre. Et alors pour vous expliquer un peu ce qu'on peut trouver comme récit sur la bataille de Malplaquet, je voulais vous faire une sorte de panorama, vous expliquer tout ce qu'on peut trouver. Et ce panorama, je l'ai mis un peu en deux axes. D'abord, qui parle, donc l'identité de l'émetteur. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut trouver des sources. Alors évidemment, les généraux parlent beaucoup, mais ça peut descendre jusqu'aux simples soldats en passant par les officiers généraux, les officiers particuliers. Il y a aussi des civils, bien sûr, et des militaires, donc c'est une différence. Ils n'ont pas le même discours. Il y a des acteurs de la bataille, il y a des témoins directs qui peuvent avoir des récits parce qu'ils ont entendu parler, ou parce qu'ils répètent des lettres qu'ils ont vues. Et évidemment, dans les deux camps, on va trouver des récits. Et alors ça, c'est le premier axe qui parle. Le deuxième axe, c'est la temporalité du récit. Vous n'écrivez pas la même chose sur la bataille si vous écrivez au soir de la bataille, ce que fait Marlborough quand il envoie une lettre à sa femme. La première chose qu'il fait, c'est qu'il aime beaucoup, très amoureux de sa femme, Marlborough, et à chaque soir de bataille, il écrit un petit billet pour lui dire « je ne suis pas mort ». Et j'ai gagné. Et évidemment, si vous écrivez comme Villars, alors Villars écrit évidemment au lendemain de la bataille, mais si vous écrivez vos mémoires des décennies après, vous n'écrivez pas tout à fait la même chose en réalité sur la bataille. Et donc voilà, je vais vous parler de qui parle. Donc les commandants en chef d'abord. Vous reconnaissez Marlborough évidemment en rouge. Donc ce qui est intéressant avec les commandants français au lendemain de la bataille, c'est qu'ils sont très bavards. Et qu'il y a des récits qui enflent de jour en jour. Boufflers écrit au roi le 11 septembre, il écrit le 13 septembre, il écrit le 15 septembre, il écrit le 20 septembre et au 11 septembre, c'est une petite lettre parce que c'est le soir de la bataille, il doit s'occuper de l'armée, il a autre chose à faire que de raconter des choses. C'est pas lui qui écrit, c'est son secrétaire, mais quand même Boufflers le dicte. Villars, lui, se demande si sa blessure va être mortelle, donc il écrit, mais il n'écrit pas beaucoup. Et puis plus ça va, plus ils ont du temps, et donc ils ont des lettres qui enflent en taille, mais aussi en récit, c'est-à-dire qu'au début, Boufflers explique que quand même ils ont perdu, et puis alors plus ça passe, plus évidemment on a l'impression que c'est eux qui ont gagné la bataille.
Et évidemment, Villars, lui, écrit très longtemps après. Donc en fait, on a une richesse de sources du côté des généraux français. Les chefs coalisés, en revanche, et c'est là qu'on voit que même si c'est une victoire alliée, ils n'en sont pas très fiers, ils parlent beaucoup moins. Alors Marlborough écrit beaucoup de lettres, mais elles sont très courtes, et il n'aura jamais de longs discours sur la bataille, Marlborough. Et surtout, Marlborough n'écrira jamais ses mémoires. C'est quelqu'un de très mystérieux, Marlborough. C'est pour ça que c'est intéressant d'en faire une biographie, mais il y a beaucoup de zones d'ombre. En revanche, ceux qui écrivent beaucoup, c'est les chefs de contingent. Donc, je vous avais parlé de Schulenburg. Lui, il écrit de très longues lettres à l'électeur de Saxe, son maître, parce que Auguste Lefort, il est en train de se battre contre les Suédois, il est très occupé, mais il a envie de savoir exactement ce qui se passe. Et il ne veut pas se contenter du récit de Marlborough, parce qu'il ne fait pas confiance à Marlborough. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est ce que ses hommes, à lui, pensent, et non pas ce qu'un de ses alliés veut bien lui raconter. Et Schulenburg va lui aussi écrire ses mémoires, donc ça nous fait beaucoup de sources. Alors les autres militaires écrivent. Les autres militaires, donc pourquoi ils écrivent les autres militaires? D'abord, ils peuvent, je vous l'ai dit, tel lieutenant général qui a participé à la bataille va écrire à son roi, à son gouvernement. Évidemment, les lieutenants généraux hollandais écrivent des lettres au Parlement hollandais, qui est leur autorité souveraine. En France, on n'a pas ça, évidemment, mais on a des lieutenants généraux qui vont écrire notamment au duc du Maine, qui était le petit-fils illégitime, enfin légitimé, mais petit-fils bâtard en quelque sorte de Louis XIV, qui avait un rôle de protection, une clientèle très très forte au sein de la cour de France. Et donc il y a beaucoup de gens qui lui écrivent, parce que le duc du Maine a envie d'avoir ses propres réseaux d'information. On ne fait pas confiance à ce que Villars ou Boufflers vont raconter totalement. On a envie de savoir par soi-même, vous savez très bien que vous aussi, quand quelqu'un vous raconte quelque chose et que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vous demandez toujours le point de vue de quelqu'un d'autre. Les gens qui sont à la cour, c'est pareil. Donc ça, c'est au lendemain de la bataille, tout le monde écrit un peu à son propre réseau. Et puis on a des lettres privées aussi, qu'on a pu exhumer, quelqu'un qui écrit à sa famille, et c'est généralement plus leste et plus ouvert. Et puis, je vous l'ai dit, cette bataille, elle est assez indécise, donc il y a beaucoup de controverses, et donc il faut alimenter la controverse. Donc, notamment, la presse, alors j'ai donné la Gazette d'Amsterdam comme exemple, diffuse beaucoup de lettres de bataille. Parce que les Alliés sont quand même gênés, parce que les Français clament que ils ont tué beaucoup plus d'Alliés qu'il n'a eu de pertes, et donc les Alliés vont, dans la presse, commencer à faire diffuser des lettres de la part de généraux alliés, où les généraux alliés insistent sur le fait que si, c'est une grande victoire, les Français ont été écrabouillés. Et puis alors, il y a même des lettres d'officiers de distinction de l'armée française qui expliquent que les Français ont été battus, écrasés, que Dieu était du côté des Alliés. Donc évidemment, c'est des fausses lettres inventées, c'est des fake news, voilà, on en faisait à l'époque comme on en fait aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de récits qui alimentent évidemment en presse. Et puis il y a aussi des enquêtes. On susurre que le régiment du roi s'est mal battu, donc au sein de l'armée française. Louis XIV n'aime pas ça, c'est son propre régiment, donc il va demander à différents acteurs qu'est-ce qui s'est exactement passé à tel secteur de la bataille pour que le régiment du roi ait reculé. Est-ce qu'il a reculé parce qu'il n'avait pas le choix? Bon, attaquer à 4 contre 1, qu'un régiment recule, c'est pas grave. S'il s'est enfui sans combattre, c'est un peu ennuyeux. Donc ça fait du récit. Et puis enfin, il y a le temps de la postérité, on a des mémoires, donc la colonie qui est français mais au service de l'électeur de Bavière, qui a publié des récits. Alors ce qui est intéressant, c'est que les simples officiers ont des mémoires très en couleur, c'est vraiment le détail de la vie du soldat. Je donnerai des exemples. Il y a aussi des militaires qui écrivent des traités, ils expliquent comment on doit combattre, et notamment le chevalier de Folard, qui est à l'époque qui est juste un officier supérieur, et qui voit comment la bataille de Malplaquet s'est passée. Pour lui, c'est le pire de l'art militaire, c'est-à-dire que tout le monde s'entretue et il ne se passe pas grand-chose d'un point de vue tactique. Donc il invente des nouvelles méthodes de combattre, et c'est à partir de son expérience de Malplaquet qu'il invente ces nouvelles méthodes. Et du coup, il décrit la bataille de Malplaquet, mais il la décrit d'un point de vue très technique. Et enfin, spécificité des Britanniques, les simples soldats écrivent leurs mémoires. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une spécificité des Britanniques, mais en fait, on a deux récits, on n'a pas non plus énormément de récits de simples soldats. Mais il y a Matthew Bishop qui explique ce qui se passe côté allié, mais il y a l'Irlandais Peter Drake qui, en fait, sert à ce moment-là dans la Jardin d'Armurerie de France, et donc il écrit, c'est un Irlandais qui écrit en anglais, publié à Londres, mais il était côté français lors de la bataille. Donc, vous voyez, encore plein de points de vue. Et puis, il y a les civils qui parlent aussi.
Donc, certains, les civils, sont aux armées. Donc, vous avez l'intendant d'armée. L'intendant d'armée, dans l'armée de Louis XIV, c'est celui qui s'occupe de l'arrivée des vivres. Alors, généralement, là, il écrit au ministre pour dire que tout le monde meurt de faim, c'est vrai. Puis, évidemment, s'il n'insiste pas sur le fait que les soldats meurent de faim, on ne va pas lui envoyer de blé. Et puis, il va écrire des choses sur les hôpitaux aussi, parce que c'est lui qui doit gérer toute la question des hôpitaux. Donc, il dit, il me faut de la charpie, il me faut des chirurgiens, il me faut ci, il me faut ça. Vous avez dans l'armée des diplomates aussi, qui voient un peu ce qui se passe et qui renvoient à leur maître des informations. Et alors, vous avez une spécificité de cette guerre, les députés aux États généraux. Donc, c'est des députés hollandais, donc vous imaginez, un peu comme les représentants en mission à l'époque de la Révolution française, hein. C'est donc des députés, des civils, députés au Parlement local, qu'on appelle en Hollande les États généraux, et qui sont là pour surveiller l'action de Marlborough, parce que les Hollandais se méfient de cet Anglais qui ment un peu à tout le monde, hein, tout le monde le sait qu'il n'est pas tout à fait honnête, et donc ils sont là pour valider ses décisions. Donc ils sont là à la fois pour des raisons administratives, hein, c'est eux qui apportent l'argent, qui gèrent ça, et puis ils observent. Et alors, on a aussi les récits des événements par les mémorialistes qui sont à la cour. Donc Sourche, par exemple, qui explique comment Versailles voit revenir les morts. Et donc Sourche, c'est au lendemain, c'est vraiment, il écrit au jour le jour, il écrit ce qui se passe. Saint-Simon, lui, il écrit des décennies plus tard, donc il a un regard critique. Alors Saint-Simon, il déteste tout le monde, donc il a un regard très critique. Et voilà, ça, là encore, il faut de bons yeux, mais vous allez me faire confiance. C'est l'état des sources de ce qu'on peut avoir. Donc je vous ai dit, vous avez du général au chef aux simples soldats et aux diplomates. Et puis ça, c'est tous les récits qu'on a quelques jours après la bataille, quelques semaines après la bataille et des décennies plus tard. En bleu, vous avez les Français. En vert, en rouge, vous avez les Britanniques. En vert, vous avez tous les princes germaniques et les Danois. En orange, naturellement, vous avez les Hollandais. Et puis vous avez Eugène en gris. Et donc, vous voyez une très, très grande richesse de récits. Alors là, là, par exemple, pour général en chef français, vous avez Boufflers et Villars. Pour soldats, dans les mémoires de soldats, vous avez Matthew Bishop pour les Anglais et Peter Drake côté français. Donc, vous voyez, il y a peu de batailles de l'Ancien Régime, voire aucune, qui offrent non seulement autant de récits, mais dans toutes les catégories. Vous avez des diplomates, vous avez des diplomates français, des diplomates hollandais, des diplomates prussiens, vous avez tout. Et alors, qu'est-ce que ça vous apprend, tous ces récits ? D'abord, ça vous apprend des tas de choses sur la dimension stratégique et tactique. Grâce à ces lettres, vous allez établir le déroulement des opérations. Donc c'est un peu, comme je vous disais, l'histoire bataille traditionnelle, mais qui est tout à fait légitime, et c'est quand même la base de notre connaissance. Hein. Si on ne sait pas ce qui s'est passé, on n'arrive pas à comprendre ensuite les problématiques nouvelles qu'on peut avoir. Donc, qui est-ce qui vous renseigne sur le déroulement des opérations ? Les commandants en chef, les officiers généraux, vous vous expliquez, la brigade de machin a progressé dans le bois pendant 1 heure, ensuite ils ont fait feu sur telle ou telle unité. Voilà. Vous pouvez, grâce notamment aux intendants, calculer les effectifs initiaux et les pertes. Évidemment, les pertes, il y a des débats. Hein, tout le monde voit plus de pertes dans le camp d'en face, c'est un grand classique. Et vous pouvez aussi, grâce aux lettres des commandants, mais aussi des députés, des diplomates, comprendre quelles sont les conséquences de la bataille, conséquences diplomatiques et stratégiques. Donc là, je vais vous donner des exemples, et je vais vous faire ce que je voulais vraiment faire, c'est vous montrer des sources. La fameuse lettre de Boufflers, donc ça c'est la lettre originale de Boufflers, écrite le 13 septembre, 2 jours après la bataille, écrite au roi, et qu'on trouve dans les gros registres que je vous ai montrés de Vincennes. Et donc, Votre Majesté, sire, aura vu par ma lettre du 11 de ce mois, le malheureux succès de l'action du 10 jour 11. Donc, on ne dit pas défaite, hein, c'est moche. On dit malheureux succès, c'est élégant, c'est une façon de dire qu'on a perdu, mais c'est un peu comme Macron quand il dit je ne dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas marché. Bah là, c'est un malheureux succès, la bataille de Malplaquet. Mais combien ce malheur était accompagné de gloire pour les troupes et les armes de Votre Majesté. Donc ça, je vous le dis. Hein. Je peux vous assurer, sire, avec vérité, que cette gloire est infiniment au-dessus de ce qu'en ai marqué à Votre Majesté, et même au-dessus de tout ce que je pourrais lui dire. Donc on voit qu'il y a une inflation glorieuse de la bataille de Malplaquet par rapport à ce qu'elle avait écrit le 11, où c'est un peu moins prestigieux. Villars, évidemment, il y a une petite concurrence entre les deux, n'est pas en reste, et va expliquer, c'est la fameuse phrase où il explique « Sire, si Dieu nous fait la grâce de perdre encore une pareille bataille, Votre Majesté peut compter que ses ennemis sont détruits. »
Voilà. On a la signature de Villars. Le très humble, très obéissant et très fidèle serviteur et sujet, Villars. Évidemment, roi, on ne dit pas bien cordialement. Donc, voilà, ça permet aussi de calculer les effectifs et les pertes. Un exemple, un état des officiers et des régiments tués et blessés à la bataille le 11 septembre. Donc ça, c'est les pertes françaises, donc c'est juste un extrait. Hein, donc, pour les gardes françaises, donc les capitaines des gardes françaises qui sont morts, les lieutenants et les surlieutenants, les enseignes, donc ça va jusqu'à sous-aide-major, vous avez les noms. Pourquoi les gardes françaises? C'est souvent des nobles importants, donc eux, on donne les noms précis. Alors ça aussi, quelque chose d'intéressant, l'inflation. Ça, c'est le 13 septembre, première lettre de Boufflers. Il y a au moins 18 ou 20 000 morts de la part des ennemis. Deuxième lettre de Boufflers, quelques jours plus tard. 30 000 hommes tués ou blessés chez l'ennemi. On monte, parce qu'il faut bien dire que c'est une défaite de l'ennemi. Et puis ensuite, là, c'est le 30 septembre, je crois, on est passé à, ça monte à 35 000 hommes. Donc évidemment, qui dit mieux, bon après, on n'a pas dépassé parce que ça était déjà exagéré. Comme je vous ai dit, a priori, on est plutôt autour de 22 000 soldats perdus du côté de l'ennemi. Alors vous voyez, évidemment, ça c'est pas l'écriture d'époque, hein. Là c'est l'édition de la correspondance de... Donc là, vous avez eu les Français, je vous montre Sicco von Goslinga. Sicco von Goslinga, c'est un personnage intéressant, c'est un député des États généraux, donc c'est un homme politique, mais c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la chose militaire et qui suit Marlborough de près parce qu'il s'en méfie. Et alors il écrit à Heinsius, et lui, évidemment, les troupes hollandaises ont été massacrées, la moitié des pertes de la bataille de Malplaquet du côté des Alliés sont subies par les Hollandais. Donc les Hollandais sont déprimés et ils expliquent, bon, il dit que c'est quand même pas si mal de prendre Tournai, de prendre Mons et gagner une bataille, une des plus opiniâtrées et sanglantes qui se sont jamais données, mais quand même, vous ne me parlez plus de la peine, y songe-t-on plus, de choupir toujours, je vous dis franchement, la victoire sanglante, au lieu de nous rendre insolents, doit plutôt nous humilier, ces torrents de sang chrétien répandus me font horreur. Donc on voit que les Hollandais, ils n'en peuvent plus de cette bataille, et il explique que bon, il faudrait quand même donner quelque chose à Philippe V pour essayer de signer un traité de paix le plus vite possible. Donc on voit que la bataille de Malplaquet commence à changer le point de vue des Alliés sur la bataille. Donc, on voit que toutes ces sources nous permettent de comprendre le déroulement, les opérations stratégiques. Il y a d'autres sources que le récit, donc je vais vous en donner quelques-unes. Donc on a les plans d'époque. Donc ça c'est Abbildung des Vorteile, Französischen, machin. Donc ça c'est une carte allemande. Donc vous voyez les Alliés sont en bas, les Français en haut. Donc le village de Malplaquet est donc ici à peu près. Autre carte, mais anglaise, celle-là, avec l'ordre de bataille des Alliés, et puis voilà, toujours orienté pareil, et puis une carte française où évidemment on a mis les Français en bas et les Alliés en haut. Et puis évidemment vous avez des cartes et plans modernes. Autre sujet sur lequel on apprend beaucoup de choses, c'est comment on combat. Donc là, on a plein de sources, du général au simple soldat, et puis on a le récit, et puis le traité militaire. Je vous ai dit, on a écrit quelques décennies après la bataille des traités où on revient encore sur Malplaquet, pourquoi c'était une bataille sanglante et peu conclusive. Or, la réalité du combat à l'époque moderne, c'est pas du tout facile à appréhender. On ne sait pas comment on fait manœuvrer une unité, enfin c'est pas très clair, hein. Et ça n'intéresse. Si vous lisez l'excellent travail du capitaine Sautet sur Malplaquet, vous ne savez pas comment les soldats combattent. Vous savez que le régiment du roi il était à tel endroit, que le régiment de la Sarre était à tel endroit, machin. Mais alors comment ils se sont battus concrètement, ça vous ne savez pas, c'est pas ce qui intéressait à l'époque. Qu'est-ce que ça veut dire ouvrir le feu? Vous savez qu'il y a 500-600 personnes dans un bataillon, comment ils tirent? C'est pas évident. Est-ce qu'il y a des combats au corps à corps? Intéressant, ce que vous n'avez quasiment jamais dans les sources, c'est le combat singulier, et surtout, jamais personne ne vous écrira « j'ai tué ». Alors, on voit, les gens écrivent « telle personne a été tuée à mes côtés ». Alors, justement, quand on veut se glorifier, on en rajoute « j'ai eu 3 chevaux tués sous moi »,« à mes côtés, à ma gauche, quelqu'un est mort, à ma droite, quelqu'un est mort ». Alors, évidemment, si les personnes eux-mêmes étaient mortes, j'ai été blessé, ça on le dit beaucoup. Hein. Mais alors, par contre, j'ai tué quelqu'un, ça n'apparaît pas. Il y a une pudeur là-dessus qui est très, très frappante. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Par exemple, Schulenburg explique comment on arrive à forcer un retranchement. Donc, voilà, il explique que si... Donc, lui, il est avec ses troupes, il commence à entrer dans le bois, et en face, il y a des Français qui sont sur les retranchements, et il dit
j'ai fait sortir quelques petits pelotons pour tirailler sur les retranchements et engager l'ennemi à lâcher leur premier feu. Vous connaissez la fameuse histoire de Fontenoy où on dit tirer les premiers mais c'est les Anglais. En fait, ce n'est pas du tout une forme de politesse, c'est juste qu'on considère que comme les armes de l'époque étaient très longues à faire feu et surtout à recharger, quand vous aviez tiré, vous étiez vulnérable. Donc le premier qui tire est réputé être battu. Donc l'idée, c'est qu'en fait, il envoie quelques soldats pour tirer sur les Français. Si les Français répliquent, il envoie la troupe et le temps que les Français rechargent, les gens seront déjà sur les retranchements, ils les auront battus. Évidemment, les Français ont ordre de ne pas tirer, donc ça ne marche pas, et donc il est forcé d'attaquer avec toutes ses troupes, et évidemment, il y a beaucoup plus de pertes. Donc vous apprenez des tas de détails comme ça quand vous revenez dans les sources. Bon, je vais aller un peu plus vite. Vous avez aussi Robert Parker, donc ça c'est des mémoires qui ont été publiées, qui expliquent exactement comment un peloton, donc comment en fait, donc vous imaginez que les bataillons ça fait à peu près 600 hommes sur 3 ou 4 lignes, donc vous avez une centaine d'hommes de front à peu près, comment les gens se tirent dessus. Et donc là, le Robert Parker explique précisément comment les Anglais tirent et comment en face les Français tirent. Et ensuite, il va décrire exactement quelles sont les pertes subies de part et d'autre. Je vous épargne le détail du récit, parce qu'on va manquer un peu de temps. Bon, ça je le passe, c'est un peu technique. Vous avez donc là encore Francis Drake, qui est dans la cavalerie, donc là, simple soldat, comme je vous l'ai dit, c'est ce soldat irlandais, mais dans la gendarmerie de France, donc c'est une troupe d'élite de cavalerie française, et donc il explique le chevalier de Janson ordonne à... Donc vous imaginez l'escadron, 150 hommes, donc à peu près 50 cavaliers de front, qui fait face à un autre escadron adverse, et on apprend, et ça il y a peu de sources qui le racontent, qu'en fait, dans un escadron, donc les gens doivent charger à l'épée, mais quand même vous envoyez des soldats sur les côtés pour tirer sur l'ennemi, pour les perturber un peu, et puis pour les forcer à se désorganiser avant la charge. Donc il explique, le chevalier de Janson ordonna à 6 hommes à droite et 6 hommes à gauche de détacher à un signal donné, de tomber sur les flancs de l'escadron adverse, de leur tirer dessus à la carabine, et lui, avec le reste de l'escadron, l'épée à la main, s'efforcerait de percer l'ennemi. Et puis alors après, il vous explique, cela eut l'effet escompté, nous traversâmes le premier escadron, donc ils enfoncent un premier escadron, ils en enfoncent un deuxième, et en fait le problème c'est qu'au troisième, ils se retrouvent sous le feu de l'infanterie anglaise qui était planquée dans un retranchement, et ils sont forcés de céder. Donc vous voyez très bien comment on combat. Mais on complétait ça par d'autres sources, et alors là, la source la plus extraordinaire qu'on ait en France, c'est les registres d'entrée des Invalides. Donc vous savez que Louis XIV a créé l'Hôtel national des Invalides pour recevoir les vétérans qui avaient été blessés à son service. Et c'est la monarchie administrative, Louis XIV, c'est un honneur d'être reçu aux Invalides, et puis c'est une façon pour ces vétérans d'avoir une sorte de pension de retraite. Et donc, les gens, il y a une enquête à chaque fois qu'un soldat entre aux Invalides. Et vous avez ces très longs registres qui se trouvent eux aussi à Vincennes, et on explique tout. Et on explique le nom, évidemment, de la personne, d'où est-ce qu'il est né, donc ça vous permet de faire un peu de généalogie ou d'étudier d'où venaient les soldats de Malplaquet. Donc lui, il est natif de Paris, lui, c'est le premier soldat blessé à Malplaquet qui entre aux Invalides. Donc Pierre Potier, 42 ans, natif de Paris, vous dit que c'est un soldat des gardes françaises, où il est servi 17 ans, donc c'est souvent des gens qui ont servi des vétérans, a le bras droit coupé ensuite d'un coup de fusil qu'il reçut à la bataille de Malplaquet. Donc ça vous permet de faire des statistiques qui permettent de savoir comment on était blessé. Alors évidemment, ceux qui sont morts n'entrent plus aux Invalides, mais comment on était blessé. Et donc vous voyez qu'on parle tout le temps de combat à la baïonnette. La baïonnette, c'est quasiment jamais employé sur les champs de bataille. Les blessures, c'est tout le temps des coups de fusil, sauf dans l'infanterie. Vous voyez aussi que dans la cavalerie, par contre, on utilise le sabre. On n'utilise pas forcément le pistolet. On utilise d'ailleurs plus le sabre que le pistolet. Donc tout ça vous donne, à côté des récits, une vision alternative et complémentaire. Enfin, et je vais terminer là-dessus, la bataille à la première personne, concrètement, c'est quoi d'être sur un champ de bataille le 11 septembre 1709 ? Donc, les combattants de l'époque ne sont pas des soldats de pont. L'histoire bataille traditionnelle, même si évidemment, ça peut être écrit d'ailleurs par des militaires qui savent ce que c'est que le combat, le capitaine Sautet a l'expérience des combats, mais n'empêche qu'il décrit les combats comme si les gens avançaient, comme si c'était un wargame, et vous déplacez des petits bouts de carton, et voilà. Ce sont, évidemment, les soldats de l'époque sont des hommes qui ont chaud, qui ont froid, qui ont faim, qui ont peur,
qui ont mal, ou alors qui s'ennuient, parce que de temps en temps, alors à Malplaquet, tous les fronts combattent à peu près, mais au centre, pendant toute la matinée, on ne fait rien. On regarde les autres qui se font tirer dessus, mais il ne se passe rien. Donc on s'ennuie un peu. Donc l'idée, c'est de retrouver l'environnement sensoriel du combattant et aussi étudier les phénomènes de panique et d'enthousiasme. Pourquoi on s'enfuit, voilà, et pourquoi on veut combattre. Donc l'environnement sensoriel, ça c'est intéressant. Donc ça c'est des lettres de Lord Orkney, c'est un Écossais au service de l'armée britannique. Et donc il explique It was really a noble sight. Donc c'était extraordinairement beau de voir tant de corps marcher les uns contre les autres dans la plaine. Et donc il explique que quand même le spectacle d'une armée en marche, avec les tambours, les timbales, les fifres, tout ça, les drapeaux déployés, surtout au début de la bataille, hein, quand les gens ont encore leurs vêtements par en lambeaux, c'est un très beau spectacle au début. Mais alors très rapidement, il explique qu'il y a un feu de mousqueterie et de canon tel que I believe no man alive ever heard. Donc personne au monde, personne de vivant n'a jamais entendu un tel concert de fusils et de canons. Le chevalier de Quincy, dans ses mémoires, nous dit à peu près la même chose. Véritablement, les boulets nous sifflaient aux oreilles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le chevalier de Quincy, il a tout un tas de détails, assez sordides, mais c'est ça aussi la bataille. Nous vîmes un spectacle qui nous fit bien de la peine. C'était le cheval d'un garde du corps du roi qui portait le cadavre de son maître, dont un boulet avait emporté la tête. Le cadavre était couché le long du dos du cheval, et comme cet animal se sentait piquer des éperons et qui n'était plus retenu par la bride, il galopait tantôt du côté de l'armée ennemie, tantôt il revenait dans la nôtre. Donc le chevalier de Quincy, il est à peu près au centre, et vous imaginez que les soldats attendent le combat et attendent qu'on vienne leur tirer dessus en voyant un cadavre de soldat aller d'un bout à l'autre du champ de bataille, parce que personne n'a l'idée de tirer sur le cheval pour empêcher ce petit manège. Donc c'est évidemment un environnement sensoriel atroce, une bataille. Au début c'est beau et puis après ça se gâte très vite. Ça n'empêche pas le chevalier de Quincy, un peu plus tard, de dire il est au centre droit. Donc il pense lui que la victoire était certaine, parce que de ce côté ça se passe bien, et donc mes camarades et moi, on est allé manger un gigot de mouton, parce qu'évidemment à midi on a faim quand même. Bon, la bataille dure depuis 8h du matin, donc lui c'est un noble, il va manger du mouton avant de repartir au combat. Donc ça c'est l'environnement sensoriel, c'est aussi qu'est-ce que c'est d'être sous une pluie de balles. Donc Matthew Bishop, il explique, donc lui, alors il faut imaginer qu'il est dans... pour ceux qui ont vu Barry Lyndon, c'est vraiment ça. Hein, vous avez des longues lignes de fantassins, et puis ils vont face à l'adversaire, et l'adversaire leur tire dessus, et puis ils ont des gens qui tombent à gauche, à droite, et puis ils continuent à avancer. Et donc lui dit j'ai été prodigieusement désolé de voir notre lieutenant-colonel abattu et mourir en un instant, et j'ai été obligé de serrer ma main droite, sinon je n'aurais pu éviter de lui marcher dessus. Donc en fait, le lieutenant-colonel est devant, lui il est juste derrière, le lieutenant-colonel est fauché par une balle, puis il est forcé de contourner le lieutenant-colonel pour continuer à avancer. C'est voilà, une image de la bataille à laquelle on ne pense pas forcément. Donc voilà, il explique que l'homme à ma droite et l'homme à ma gauche ont été abattus et en tombant m'ont presque jeté à terre. Parce qu'évidemment, les gens sont poussés. Donc il arrive que les gens paniquent tout simplement parce que vous avancez, la personne devant vous est poussée par une balle, parce que plus à l'époque les balles sont sphériques, donc elles poussent les corps. Et donc bien sûr, si vous tombez par terre parce que la personne devant vous a été abattue, vous avez très peu envie de vous relever pour repartir au combat. Généralement, vous avez tendance à avoir envie de vous enfuir. Et voilà. Et donc, il explique ensuite comment il essaye de rassurer les hommes. Le chevalier de Quincy explique un peu la même chose. Il faut dire à la louange du régiment que je ne vis aucun de nos soldats tourner le dos aux ennemis pendant qu'ils étaient... Un seul, nommé le Rouge, il fit la sourde oreille. Quincy explique que c'est un de ces soldats qui ne veut pas combattre. Je courus à lui pour lui passer mon épée au travers du corps. Donc il explique que clairement, si quelqu'un recule, les officiers sont... Alors il y a des officiers devant pour diriger les troupes, il y a des officiers derrière. Et si les soldats reculent, il faut les éliminer. Parce que sinon, c'est tout le monde qui va partir. Voilà. Il est de la dernière conséquence de ne laisser sortir aucun soldat de son rang pendant une action. Il n'en faut qu'un pour faire glisser la terreur panique dans un régiment. Il faut tuer le premier qui fuit. Donc l'image qu'on a de Stalingrad où les officiers soviétiques tirent les gens qui reculent, toutes les armées ça fonctionne comme ça, parce qu'évidemment les gens n'ont quand même pas très envie d'aller à l'ennemi quand vous voyez le premier rang qui a été fauché. Voilà, bon, je passe là-dessus, mais donc ce qui est intéressant, c'est de voir que le phénomène de la panique, et ça c'est un phénomène où à partir du moment où quelqu'un est pris de panique, il veut absolument s'enfuir et il faut attraper. Le rôle de l'officier, c'est ce qu'explique ainsi, et la colonie explique ça aussi très bien, il faut prendre les soldats et leur donner des baffes
les réveiller et les renvoyer au combat en les appelant par leur nom. Et là, si on les appelle par leur nom, le sens de l'honneur revient et ils repartent. Et donc c'est intéressant parce que ça, on voit que dans les... Alors évidemment, pourquoi un soldat combat? C'est extrêmement complexe. Il y a des phénomènes patriotiques. Le maréchal de Villars explique que les soldats crient vive le roi et puis ils sont très choqués que voilà, il lit, le maréchal de Villars lit aux soldats la lettre du roi où il explique que il est forcé de faire la guerre parce qu'on lui a demandé d'affronter son propre petit-fils et qu'il ne veut pas, et que les soldats ensuite jettent leur chapeau et crient vive le roi. Donc il y a des phénomènes patriotiques ou proto-patriotiques. Mais en réalité, sur le champ de bataille, ensuite, évidemment, ce qui marche, c'est la cohésion de l'unité. Et si jamais on voit son ami dans la même unité qui avance, on va avancer. Si son pote d'à côté fuit, soit on le rattrape et on le ramène, soit soi-même on fuit. Mais donc la panique est toujours un mouvement collectif. Il n'y a pas quelques personnes dans un régiment qui s'enfuient, c'est tout le monde qui y va ou tout le monde qui bloque. On sait ça aussi par des enquêtes. Donc comme je vous l'ai dit, le régiment du roi a été accusé d'avoir mal fait. Beaupuis, qui est son lieutenant-colonel, explique au roi, parle de la juste douleur dont tous les officiers du régiment d'infanterie du roi sont pénétrés, causée par des discours désavantageux que plusieurs personnes pleines d'envie tiennent sans nul fondement contre ce corps. Donc il explique, nous n'avons pas fui, enfin on a reculé, mais ce n'est pas de notre faute, on n'a pas fait plus mal que les autres, c'est juste que tout le monde est jaloux du régiment du roi, donc on nous critique à chaque fois qu'il y a un problème. Et voilà, Orbessan, qui est le major, explique... Voilà, à notre flanc droit, qui était gardé par deux brigades, le flanc droit a été forcé, et donc les ennemis ayant pénétré par nos derrières, nous nous vîmes entièrement pris par les derrières, et donc on a été forcé de reculer, parce qu'évidemment, si on est environné par l'ennemi, on est forcé de fuir. Voilà, dernière chose, et je m'arrête là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi les différents cercles de deuil. Donc vous voyez qu'après une bataille, les premiers qui sont touchés par le deuil, c'est... les militaires, Marlborough explique, dans une action si grande, il est impossible d'avoir l'avantage sans exposer la vie des hommes, mais de voir ce spectacle lamentable et de penser aux morts m'a donné tant d'inconfort que c'est la cause principale de ma maladie. Donc en fait, il fait des insomnies après la bataille, alors même qu'ils étaient sûrs de la paix, parce que la paix était à deux doigts d'être signée, une paix qui aurait été victorieuse pour la Grande Alliance, et donc en fait ça le rend malade et il doit partir, il a des accès de dépression, Marlborough, il doit partir et d'épuisement, et donc pendant 3 semaines il part aux eaux pour se revigorer. Sourche, au lendemain de la bataille, explique le 12 au matin, tout le monde ne parlait que de cette... Oui, il y a eu une trêve le 10, et puis alors le 12 au matin, tout le monde parle de la trêve. À Versailles, tout le monde est convaincu que la paix est signée. Mais l'après-dîner, donc en fait l'après-midi, on changea de bien de conversation car il arriva un maître d'hôtel de la maréchale de Noailles qu'elle envoyait à sa fille pour lui apprendre que son mari avait été blessé à la jambe, qu'elle venait de recevoir la nouvelle par un de ses valets de chambre. Donc la cour de Versailles n'apprend pas la nouvelle par Boufflers ou Villars ou par un courrier officiel, une intendance du roi, mais par le valet de chambre, alors moi-même je m'y paume, le valet de chambre de la duchesse de Guise qui a dit à quelqu'un qui que quoi, et on sait, la première chose qu'on sait, c'est que le duc de Guise, a été blessé à une bataille. Donc s'il a été blessé, c'est qu'il y avait une bataille. Et on apprend qu'il y a eu une bataille par ce petit bout de la lorgnette qui était la blessure du duc de Guise. Et évidemment, après ce qui se passe, donc on a la correspondance de la princesse Palatine, c'est le retour des... Voilà, les informations. Parce qu'évidemment, à Versailles, la plupart des nobles étaient soldats, donc ils ont des pertes effroyables. Donc on n'entend que des choses attristantes. L'une pousse des cris à cause d'un fils qu'elle a perdu, l'autre à cause d'un gendre, celui-ci à propos de son père, celle-là à propos de son neveu. Tous les jours, nous voyons arriver des officiers qui marchent avec des béquilles. Cela vous fait pitié. Voilà, donc pour compléter cette expérience de la bataille, on a un certain nombre de choses. On a des représentations graphiques. Donc ça, c'est Jan van Ustenborg qui est le peintre officiel du prince Eugène. Donc alors c'est des scènes de genre, ça commence toujours par des scènes de bataille un peu fantasmées, des scènes de cavalerie tout au début, mais on voit très bien, à l'arrière-plan, c'est beaucoup plus précis, on voit les fortifications de Malplaquet, on voit les différentes lignes, enfin c'est intéressant. Voilà, donc les fameuses tapisseries que Marlborough a fait faire à Blenheim Palace, beaucoup plus sordides et beaucoup plus sanglants, celles qu'il installe à Marlborough House. Ça je vous passe. Et enfin, ce qui est rigolo, c'est qu'à l'époque sont imprimées des choses totalement irréalistes aussi. Donc on a des choses très réalistes faites par Eugène et Marlborough. Et puis alors ça, c'est une représentation de la bataille de
Donc ils appellent ça la bataille de Mons à l'époque, Bergen en hollandais. Et alors, vous avez des sortes de rassemblements de soldats avec des piques, ça c'est l'art militaire des années 1630. Mais bon, comme sans doute l'imprimeur avait des vieilles plaques à réutiliser, il vous met une bataille des années 1630, il vous dit ceci est la bataille de Malplaquet et il arrive quand même à en vendre. Voilà, sur ce, je vous remercie de votre attention.